Vous savez certainement que la version 9.2.5 de World of Warcraft a fait son entrée sur le serveur de test public, et bien qu'il s'agisse donc d'une version bêta non finalisée, elle nous livre déjà quelques éléments intéressants, d'une part sur la conclusion de l'extension Shadowlands, l'épilogue après la défaite du geôlier sur laquelle je ne vais pas m'étendre cette fois pour épargner les nerfs de tout le monde, et d'autre part sur les ouvertures préfigurant ce qui seront peut-être des trames narratives de l'extension 10.0. Si vous visionnez ceci avant la sortie officielle du patch et que vous n'avez pas encore été voir les quêtes vous-même, sachez que je vais brasser un grand nombre de spoilers. La plupart sont des secrets de polichinelle, étant donné le niveau d'écriture dont l'extension a fait preuve, mais bon, soyez prévenus. Il reste 2 bonnes semaines avant l'annonce officielle de la 10.0 le 19 avril, mais voilà, je pense pouvoir dire que le couperet vient de tomber et qu'on sait avec un assez bon niveau de certitude quel en sera le titre officiel, à moins d'un volte-face inattendu de la part de Blizzard, comme le fut le changement de design du geôlier à la sortie de SL. En effet, des fichiers nommés en prévision de la future version du site officiel, rien que ça, ont été négligemment laissés à la vue des mineurs de données. Ceci vient corroborer une possible fuite photographique de bureaux du studio où sont accrochés des visuels de cette extension. A mon avis, le timing à 15 jours de l'annonce est cohérent avec un leak crédible, et ce genre de soi-disant raté a déjà eu lieu pour de précédentes extensions. C'est peut-être même une fuite contrôlée par la communication de Blizzard afin de faire monter l'intérêt du public. Le mot vol draconique, en anglais Dragonflight, fortement ancré dans l'univers Warcraft comme l'était le mot Légion, est cohérent avec un titre d'extension frappant. Le thème est cohérent avec ce à quoi on s'attendait, et est cohérent aussi avec la monture Drake d'Emeraude au nom d'Atamine en tout début d'année. J'en profite pour glisser un petit correctif de ma première vidéo, il existe bien déjà une monture Drake d'Emeraude, de modèle classique, mais réservée aux collectionneurs complets des montures dragons dans les hauts faits. Sur l'affiche, on reconnaît clairement Alexstrasza, l'aspect de la vie et matriarche du vol draconique rouge dans sa forme elfique. Notons que son chara-design s'appuie sur son apparence vue dans le jeu Heroes of the Storm avec la bordure de fourrure sur la cape. À l'arrière-plan, une ou un dragon qui peut être difficile à identifier au premier coup d'œil, la crête en forme de nageoire naga sous la mâchoire, les cornes doubles ornées de dorures, les petites barbules au menton et la couleur violacée mais quand même proche du rouge permettent d'affirmer qu'il s'agit là encore d'Alexstrasza mais sous sa forme dragonne. Là encore cohérent avec les tons de couleur qu'elle présente dans sa version HOTS, contrairement au rouge vermillon avec lequel elle est connue dans WoW et ses artworks. Si cette fuite me semble en effet digne de foi et digne d'intérêt, ça ne nous dit rien du design et du contenu futur, notamment des futures zones apportées. Essayons de gratter encore quelques indices. La masse informe jaunâtre d'où émerge le personnage pourrait évoquer de loin des gerbes de lave et du feu draconique, mais si on est attentif, je pense pouvoir identifier plutôt un feuillage d'arbres. Or, quels arbres ont ce feuillage caractéristique jaune d'or, inspiré des Mélirnes de la Terre du Milieu, mais dans la licence WoW? Je vous laisse cogiter joyeusement et je vous renvoie à ma première vidéo d'analyse et pronostic sur le sujet. D'habitude, je ne prête pas attention aux leaks de forums, mais on peut trouver sur MMO Champion un qui s'est glissé parmi tous les faux début février, mais qui a l'avantage d'avoir trouvé le nom correct. En soi, ça ne prouve absolument rien, car comme je l'ai dit, c'est un mot assez évident dans la franchise Warcraft, et le leak donne des dates de révélation incorrectes. Au pire, vous en rigolerez en visionnant ceci quand l'annonce aura été faite. Si on regarde le contenu prédit, eh bien rien ne me semble délirant, et pour cause, vous prenez la plupart des propositions de mes 2 précédentes vidéos et vous en faites une extension. Île des dragons flottantes, Keltalas et Lordaeron retravaillés, on rajoute Balor comme nouvelle île, censée être une possession du royaume de Hurlevent dans le lore de Warcraft 2, et Uldaz, un nom de complexe titan apparu dans le lore de BFA. Un nouveau métier, un menuisier ou charpentier, ça me semble très cohérent comme possibilité, on a le travail du bois comme profession dans ESO et d'autres MMO, mais ça manquait dans WoW. Ça irait de pair avec l'arrivée d'un housing. Pourquoi choisir une nouvelle classe quand on peut toutes les mettre? Chevalier dragon, bricoleur, ménestrel et chronomancien arrivant comme mini-classe dotée d'une seule spé. Après tout, pourquoi pas, le chasseur de démons avec seulement 2 spés a eu du succès, et l'ajout de nombreuses races d'un coup avec les races alliées entre Légion et BFA montrait qu'ils sont capables de ce genre de décision. L'apparence de forestier sombre offerte aux chasseurs changerait le skin et l'apparence des sorts. Pour étayer cette possibilité, je rappelle en passant des quêtes intrigantes et des actualisations sur les forestiers sombres, qui furent trouvés sur les PTS au temps de BFA et encore sur la 9.2.5, mais encore jamais livrés aux joueurs. A mon avis, offrir cette personnalisation à tous les chasseurs romprait un peu avec la fantaisie de cette unité quasi exclusivement haute elfe mort-vivante, voire elfe de la nuit récemment profanée à BFA.
auquel on peut ajouter quelques exceptions, elfes de sang, voire humains morts-vivants comme Nartanos, et donc irait mieux comme race alliée ou plus simplement comme une apparence à débloquer spécifiquement pour elfes de sang, elfes du vide, morts-vivants et elfes de la nuit. Sur la même idée, le nécromancien serait une apparence de démoniste remplaçant les démons par des morts-vivants. Il y aurait aussi l'apparence de druide du cauchemar en druide, de lich draconique, Dragonsworn pour chaman, et de la gardienne pour chasseur de démons. Bon, là encore c'est suspect d'imaginer un skin de gardienne pour des chasseurs de démons mâles, ou elfes de sang d'ailleurs, mais ça aurait clairement le mérite d'offrir une excellente nouvelle immersion roleplay pour la seule classe capable de manier des glaives, et si les sorts de fel sont remplacés par des sorts d'arcane. L'antagoniste principal serait Chromatus. Ici aussi ça ressemble à une décision logique. Il s'agit d'une créature combinant la puissance des 5 aspects dragons qui n'étaient apparus que dans l'univers étendu d'époque Cataclysme, avec Thrall et le crépuscule des aspects, écrit par Golden, qui est désormais en charge du lore du jeu, dans lequel cette créature surpuissante était laissée sans vie mais pas vraiment tuée non plus. C'est donc le leak le plus solide et le plus prometteur à ce jour à mon avis, mais prenez ceci avec des pincettes car je suis sûrement biaisé par mes propres pronostics. Passons maintenant aux infos sur l'histoire de la 9.2.5. Je vais vous montrer les données qui ont été minées et révélées par Wowhead et ce qu'on peut déjà voir sur le PTS en français, notamment une suite de quêtes aux terres fantômes que je vous montrerai avant de conclure. Commençons par passer rapidement sur le cas de Sylvanas Coursevent, dont le développement narratif a donné plus d'une migraine depuis l'extension Légion et sa nomination comme successeur par le chef de guerre de la Horde mourant, Vol'jin. Après avoir déclenché la 4e grande guerre d'Azeroth au début de l'extension BFA, commis de multiples crimes au nom de la Horde, trahi la Horde, vaincu le roi Lich et brisé le voile vers l'Ombre-Terre au début de l'extension Shadowlands, servi d'allié au geôlier jusqu'à ce qu'il soit à 2 doigts de parvenir à son but et lui fasse regretter cette alliance, Sylvanas a finalement reçu le morceau de son âme qui lui avait été arraché par l'épée maudite d'œil givre lorsqu'Arthas l'a transpercé à l'époque du jeu Warcraft 3, lui rendant ses états d'âme, c'est le cas de le dire, et la pleine conscience de ses actes après un petit épisode de coma. Ce changement de personnalité s'est traduit visuellement par la disparition de ses yeux rouges typiques de Forestier Sombre et de Reine Banshee, remplacés par des yeux bleus pouvant rappeler son passé de vivante haute elfe, bien qu'elle conserve son teint cendreux. Une fois le geôlier vaincu par les champions personnages joueurs dans le raid JCE de Zereth Mortis, le sépulcre des fondateurs, la 9.2.5 nous montrera Sylvanas faisant face à son jugement, devant un rassemblement d'accusateurs divers. Je vous invite à aller lire l'article de Wowhead que je mettrai en description, si vous voulez connaître le détail des commentaires de chacun des PNJ présents. Beaucoup de têtes connues ont fait le déplacement depuis Azeroth. Il y a aussi des conversations de certains de ces PNJ en aparté, notamment ses 2 sœurs Alleria et Verisa. Parlons d'ailleurs des dialogues. Le patch amènera en effet de nouvelles scénettes d'ambiance pour être témoin de conversations entre PNJ et redonner un peu de contexte narratif à cet épilogue d'extension. Déclenchable par simple clic, on peut ainsi assister à la discussion entre Taelia, humaine PNJ rencontrée à BFA en entrant dans la cité de Boralus, et son père longtemps perdu, Bolvar Fordragon, le dernier roi Lich, régent de Hurlevent durant WoW classique, laissé pour mort par la peste des réprouvés et le feu draconique durant WoW TLK, et qui a siégé sur le trône de glace depuis la défaite d'Arthas. Il maintenait le fléau sous un contrôle relatif jusqu'à l'attaque de Sylvanas qui inaugurait l'extension actuelle. Nous nous dressons ensemble contre les ténèbres. Chacun d'entre nous porte sa croix. Père, je repensais à notre dernière conversation. Et je tenais à vous dire que je n'approuverai jamais ce choix de nous cacher la vérité. Mais je comprends ce qui l'a motivé. Et je sais que vous ne vouliez pas me blesser. Je croyais être éternellement prisonnier des glaces, à tenir le fléau en respect. C'était la seule voie que j'entrevoyais. Je n'osais pas espérer autre chose. Quand le home a été brisé et que j'ai été libéré, j'ai eu peur. Bolvar Fordragon, le grand champion de l'Alliance, avait peur? Mais de quoi? Peur de toi. Peur qu'en me retrouvant, la fille que j'aimais tant
ne voit en moi qu'un monstre. Non, je vois quel héros vous êtes. Et le père que vous pouvez encore devenir. Je ne gâcherai pas cette chance, Taelia. Je te le promets. Le fait que Bolvar ait régenté Hurlevent en même temps que la dragonne noire Onyxia, que son nom de famille soit par hasard Fort Dragon et que son état physique résulte d'une purge au feu draconique en fait une pièce de choix pour obtenir un rôle dans une possible extension Dragonflight. Voyons maintenant l'échange entre deux maîtres des arcanes également présents à Oribos. Jaina Port-Vaillant, célèbre mage de l'Alliance, disciple d'Antonidas du Kirin Tor, héroïne de la Troisième Guerre à la bataille du mont Ijal, ex-dirigeante de la colonie humaine de Terramor en Kalimdor, atomisée par la horde de Garrosh à l'extension Mop, héritière de la dictature militaire de Kultiras, marine n'est-ce pas, et connue pour ses changements d'humeur à 180 degrés entre pacifisme béat et bellicisme de fou furieux d'un patch à l'autre, elle avait été enlevée et amenée en Ombre-Terre par les Entreliges, ces sortes de valkyres chargées de la magie de l'antre, au début de Shadowlands. Khadgar, élève et successeur de Medivh, gardien d'Azeroth, maître de la tour de Karazhan et porteur du bâton légendaire Atiesh, donnant la forme de corbeau, qui a passé des années en Outre-Terre entre la Seconde Guerre et l'extension WoD, après quoi il est revenu explorer avec nous la Draenor du passé, puis combattre la Légion des démons, avant de se retirer hors des affaires quand BFA et la 4ème guerre fut déclenchée. Je vous laisse écouter leur dialogue. Nous ne pouvons pas laisser ce monde succomber aux ténèbres. Tant de chagrin et tant de pertes. Bonjour, Jaina. Khadgar, c'est bon de vous revoir. Je suis navrée pour la dernière fois. Nous vivions des temps troublés. Entre l'attaque de la Légion et la guerre qui s'en est suivie, nous avions tous les deux besoin de trouver notre propre voie. Pas question de rancune. Vous avez toute mon amitié. Et moi de même. Mais vous n'avez pas fait tout ce chemin uniquement pour me retrouver, j'imagine. Non, en effet. Ça fait des années que j'étudie l'Ombre-Terre dans les livres de Medivh. J'ai même regardé à travers le voile depuis le sommet de Karazhan. Depuis le temps, je voulais voir les royaumes de la mort de mes propres yeux. Tout va bien ? Le poids des années pèse sur mes épaules. Les fardeaux dont j'ai hérité. Les choix que j'ai faits. Veuillez excuser les élucubrations d'un vieil homme. Je m'en vais explorer l'Ombre-Terre pour en découvrir les merveilles. J'ai entendu parler de négociants sournois, d'une cité regorgeant de secrets et d'une terre de savoir ancestral. J'ai hâte de voir ça. Eh bien, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous m'avez manqué, mon ami. Ne partez pas sans dire au revoir. C'est promis, Jaina. À très bientôt. Certains joueurs avaient remarqué la présence d'un curieux corbeau observant Oribos jusqu'à présent, il faut donc croire que c'était Khadgar tout ce temps comme ça avait été spéculé. Ce dialogue essaye de justifier, mais aussi rappelle cruellement l'absence incompréhensible de ce PNJ durant les événements des 2 dernières extensions, alors que l'Azerite jaillissait d'Azeroth blessé et que le dieu très ancien Nzoth faillit engloutir le monde. Khadgar parle de son grand âge. S'il fut artificiellement changé en vieillard par la magie de Medivh et Sargeras lors des événements entre Warcraft 1 et 2, ce qui se voyait sur son modèle dans WoW Burning Crusade, le rajeunissement de son modèle à WoD fut remarqué et laissait penser qu'il avait finalement guéri de ses séquelles. Peut-être pas totalement donc, et puis il s'est écoulé encore un peu de temps depuis WoD. Cela nous apprend aussi que l'Ombre-Terre était connue dans les grimoires de Karazhan. C'est un peu tard pour s'en rendre compte. Khadgar pouvait aussi scruter l'Ombre-Terre depuis la tour à travers le voile, donc semble-t-il avant les événements de Shadowlands. Ça recontextualise un peu l'étendue des pouvoirs d'un gardien d'Azeroth, et d'un mage aussi puissant bien sûr, mais ça me surprend quand même. Enfin, le fait qu'il se rende sur place pour observer de plus près les différents royaumes est logique avec son statut et sa personnalité. Certains l'ont interprété comme le signe qu'il sentait s'approcher l'heure de sa propre mort, mais je ne sais pas quoi penser. Ceci étant dit, Khadgar est loin d'être le seul à être venu visiter l'Ombre-Terre. Outre les PJ, les sans entraves que vous devriez tous penser à accorder au pluriel à mon avis, nombreux sont les PNJ de tous horizons qu'on croise à Oribos.
Certains le sont logiquement parce qu'ils sont déjà morts, comme l'amiral Taylor, d'autres parce qu'ils ont accompagné les PJ, tels que Tyrande Murmevant ou les morts-vivants de la Lame d'Ébène et du Fléau fidèle à Bolvar. D'autres parce qu'ils sont des figures enlevées par le geôlier et faites évader, comme Jaina, Anduin, Thrall et Ben. En interview, Danuser s'est défendu de vouloir faire de l'Ombre Terre une passoire dans laquelle on entrerait comme dans un moulin. Sauf que, comme à chaque fois, il faut bien le rappeler, la parole des devs n'a que peu de poids face aux faits montrés en jeu. La vieille Aemma, civile d'Hurlevent, mise en scène dans l'UE du roman Avant la tempête, où elle perdit ses fils réprouvés sur ordre de Sylvanas, ou encore Desco, le tauren marche-soleil rencontré durant les quêtes de Mop, ont réussi à s'y faufiler à la recherche de leurs proches décédés. Ces faits confirment en tout cas que des portails vers les deux capitales de faction sont toujours ouverts, et pas seulement pour les PJ dans l'histoire. Viennent ainsi désormais des sommités d'Azeroth pour assister à cet épilogue. Outre Khadgar, des dialogues ont été dataminés impliquant Lord Témartéron et Jen Gristet. On y apprendra apparemment que Anduin, encore traumatisé par le contrôle mental exercé par le geôlier, renonce à rentrer dans le monde des vivants et occuper le trône de Hurlevent dans l'immédiat, laissant ainsi la régence ainsi que le commandement de facto de l'Alliance à Turalyon. Combien durera cette mise en retrait du jeune roi Vryn ? Durant toute l'extension 10.0, seulement une partie ou bien encore plusieurs années ? Et que cela présage-t-il sur le règne temporaire de Turalyon, par ailleurs grand exarque de la lumière, et sur le règne de Gristet, qui doit encore espérer reprendre son royaume de Gilneas, ruiné par Sylvanas. De plus, à BFA, des notes cachées d'une soi-disant confrérie écarlate, survivance manifeste de la croisade du même nom, le présentaient comme le meilleur allié de circonstance, quoique jetable, parmi les chefs de l'Alliance, pour que cette faction de suprémacistes humains et fanatiques de la lumière reprenne leur essor. Les lignes de texte de Grisetête, après le jugement de sa némésis Sylvanas et malgré les tentatives de sympathiser de la part de Lord Témartéron, le seigneur régent des elfes de sang, montrent que ce vieux roi est aigri et est toujours animé d'esprit de revanche envers la Horde et ses alliés. Un dialogue plutôt tendu où le roi de Gilneas reproche au régent de Keltalas sa passivité et même une certaine complicité pour les crimes de la Horde et de Sylvanas. Point très juste à mon avis, c'est une chose que mes personnages pourraient tout aussi bien lui reprocher même sans être pro-alliance. Et que Lord Témar confesse avoir regretté dans son texte en aparté durant le jugement de la reine Banshee dans l'épilogue à Oribos. La mise en avant des Gilnéens et des elfes de sang comme piliers de leurs factions respectives serait très intéressante, car ces deux peuples sont tous deux d'anciens membres de l'ancienne alliance qu'ils avaient quittés en même temps, par isolationnisme, à l'aube de la Troisième Guerre, et que le destin a poussé dans des factions adverses à notre époque. Ce serait aussi dans la continuité du schéma des figures majeures du patch sur Nazjatar à BFA. Quant à la camaraderie particulière dont j'avais déjà parlé entre Lord Témartéron et Ben Sabot de Sang, le grand chef des taurennes, elle trouve ici une nouvelle mise en lumière. Ben dit que les esprits de ses aïeux sont avec lui où qu'il aille. Il fait à mon avis un clin d'œil à la quête d'armure ancestrale taurennes qui à BFA préfigurait Shadowlands, où on avait d'ailleurs aperçu les échos de ses parents. Quant à Théron, il dit vouloir s'entretenir avec Kael'thas, le dernier souverain de la dynastie au soleil de son royaume. Je me demande si cet entretien sera montré, mais peut-être qu'on en verra les conséquences si la rédemption de Kael'thas, dans l'au-delà, servait de fil rouge vers la suite. Mais avez-vous remarqué l'air musical qui s'est activé pour les deux principaux dialogues que je vous ai passés ? J'ai du mal à croire que je suis le seul à l'avoir remarqué, c'est bien le thème des zones elfes de sang. En tant que mage, il y a un rapport très indirect entre Khadgar et Jaina et la terre des hauts-elfes, et à peu près aucun avec Bolvar et Taelia. Alors pourquoi avoir utilisé ce fond comme musique ? Bien sûr, il reste la possibilité que ce soit un placeholder, un morceau mis là en attendant que soit composé celui qui sera appliqué au final quand le patch sortira. Mais j'en doute. Serait-ce alors un nouvel indice ? Revenons-en aux trouvailles des mineurs de données. Des éléments associés à une monture félin composée de gelée montrent que les devs continuent de travailler sur la liste des montures pour lesquelles ils nous avaient proposé de voter à la fin de BFA. L'ancien vagabond fut élu et fut offerte comme monture gratuite pendant Shadowlands. Le grimoire filant a été récemment mis comme récompense de méta-accomplissement des épreuves à la Tour des Mages remasterisée. Il reste donc ce dent de gelée gluant issu des méthodes de la Maison de la Peste en Maldraxxus, Ombre Terre, et on peut sûrement prédire aussi la chenille curieuse, présentée à l'époque comme une créature de la vallée des Quatre Vents en Pandarie, et peut-être le grouillant nérubien, dont la présentation rappelait qu'avec la destruction du home du roi Lich, le fléau était lâché, ce qu'on avait d'ailleurs vu durant le pré-patch.
Également trouvé dans les fichiers, une monture traîneau du grand-père Hiver, l'équivalent du Père Noël dans cet univers. Étant noté test, rien ne prouve qu'elle sera disponible pour les joueurs un jour. Ce modèle est déjà là durant la période des fêtes, le voile d'hiver, comme élément de décor interactif dans les capitales qui propose une balade volante en ville en s'asseyant soit dans le traîneau, soit sur l'un des rennes. Je me demande donc si les devs n'envisagent pas d'en faire une monture de groupe pour transporter plus de 2 joueurs à la fois. Une courte quête a été rajoutée pour les sombres fers, leur offrant de nouveaux modèles d'armes assortis à leur armure ancestrale de race alliée. Pour rappel, chez les races alliées, actuellement, les quêtes d'armure ancestrale consistent simplement à aller la récupérer auprès d'un PNJ une fois le niveau 50 atteint. Notez que de tels modèles de potentielles armes ancestrales avaient été dataminés depuis longtemps, mais qu'aucune n'avait été offerte aux joueurs et aucune quête ne le laissait entendre jusqu'à présent. Un limier de feu des profondeurs de Roche Noire a été découvert en monture potentielle. Débloquer la race alliée Nain Sombrefer offre d'emblée leur monture raciale de base, qui est un petit chien du magma. Peut-être que ces futures quêtes ancestrales offriront également une monture ancestrale. On en vient à l'autre point majeur de ces nouvelles, à mon sens, c'est l'ajout d'une seconde suite de quêtes ancestrales pour les elfes de sang. Elle débute à Oribos aux mêmes conditions que la quête d'armure ancestrale, c'est-à-dire avec une réputation exaltée auprès de Lune d'Argent, mais donc au niveau 60. Elle est proposée par Dame Liadrine, la fondatrice de l'ordre des Chevaliers de Sang, l'équivalent des paladins chez les elfes de sang, mais j'ai pu la faire avec mon mage. Je dois avouer que cette suite de quêtes a été difficile à mener à son terme avec mon équipement bleu de niveau 150 inchangé depuis la 9.0, mais j'ai pu finir le boss final en prenant le stuff violet de niveau 272 offert gratuitement sur le serveur test. Dans les récompenses apportées par cette suite, on aurait un faucon pérégrin au coloris vert, le nom exact en jeu est Émeraude. Faut-il y voir un indice de lien entre cette créature thalassienne et le rêve d'Émeraude ? L'apparence d'un ensemble d'armures mineures, dit de chevaliers de sang, semble aussi être retravaillée pour devenir de la plaque et avoir l'aspect des armures des PNJ chevaliers de sang modernes et serait rendue disponible comme set cosmétique pour paladins elfes de sang. De plus, un nouveau modèle d'arme d'Ast, une Corsec Cine d'oreille imprégnée de puissance lors de la quête, est offert comme arme ancestrale avérée. Voyant que cette vidéo est déjà bien trop longue, je vous réserve le détail des informations découvertes dans cette suite de quêtes ancestrales dans un épisode dédié. Mais l'absence d'un membre du Triumvirat de Lune d'Argent aux affaires, l'implication d'un PNJ au destin jadis prophétisé, l'enjeu posé par le retour du fléau mort-vivant et autres ajouts subtils mais significatifs méritent bien un sujet propre. Le développement sur les zones Burning Crusade de Keltalas d'une telle seconde suite de quêtes modernes pour la saga ancestrale des elfes de sang peut suggérer que les devs vont aller au plus simple et se contenter de réinjecter de la pertinence et de l'activité dans les anciennes zones sans trop y toucher, plutôt que de redévelopper ces zones historiques à partir de zéro. Ceci dit, les portes restent ouvertes à ce stade et rien n'interdit une exportation de cette suite de quêtes sur une map refaite à neuf des terres fantômes pour l'extension qui vient, ou un nouveau serveur map qui poursuivrait l'histoire après cette histoire de résurgence du fléau. Comme à Cataclysme, on voyait des zones phasées et actualisées en fonction de l'histoire, et comme les fronts de guerre l'ont fait à BFA. Le leak que j'ai passé en revue au début propose d'avoir Lune d'Argent comme cité en partie hostile, comme l'était sur Amar. Qui seraient ces forces hostiles ? Les elfes de sang, déjà maintes fois décimés ? Une partition de la ville avec une annexion par les elfes du vide et aux elfes de l'Alliance, ou les déshérités dont on n'a plus de nouvelles depuis longtemps, le fléau, les Sunline, une résurgence de la Légion, ou peut-être quelque chose qui nous montre les autres forces cosmiques en action, comme la lumière version hostile ou le plan primordial des arcanes. Pour moi, Lune d'Argent en zone d'aventure aurait dû être le concept d'un patch Vanilla classique plus. Dans la continuité retail, ceci dit, ça permettrait d'impliquer à parts égales la Horde et l'Alliance alors qu'il s'agit d'une capitale Horde depuis 16 ans. Astuce trouvée par celui qui a inventé ce leak ou véritable choix de design de Blizzard? Suspense pour l'instant. Néanmoins, je suis tombé sur cet autre indice dataminé, une texture clairement elfe de sang, avec les ailettes d'or caractéristiques et un rubis, peut-être d'un nouveau type de bâtiment ou bien d'une armure. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Je maintiendrai donc qu'un design d'extension centré sur les diverses races jouables est à espérer, qui verrait l'ajout des quêtes d'armure, de montures et d'armes ancestrales pour chacune d'elles, et peut-être 2 à 4 nouvelles races alliées dans le schéma laissé vacant pour les Worgen, les Pandaren et les Réprouvés.
La cinématique animée sur le combat intérieur de Sylvanas après la restauration de son âme a été un prétexte de voir une haute elfe. En tout cas, l'hypothèse d'une mise en avant des elfes des royaumes de l'Est n'a jamais été aussi possible avec tous ces indices, clins d'œil et ajouts prévus. Peut-être que si la map de BC n'est pas refaite à zéro, elle pourrait être retravaillée à la façon des fronts de guerre et enrichie de nouvelles zones dont on avait parlé, les confins de Zulaman à l'est et la source de la Tondroril à l'ouest. Ou peut-être que les îles des dragons, pressenties depuis longtemps comme possible nouveau continent d'extension, présentera une région au biome similaire à Keltalas. Peut-être enfin qu'une mise en avant du vol draconique de bronze, qui contrôle les voies temporelles, sera un prétexte à visiter le passé du Haut-Royaume et de Lordaeron, ajoutant de fait un continent d'extension tout en restant rattaché à l'Azeroth que nous connaissons aujourd'hui, un peu comme les dragons de bronze sont d'ores et déjà un outil technique mais aussi narratif pour justifier de visiter des régions chamboulées comme Teldrassil, Silitus ou les clairières de Tirisfal. Mais avant de trop radoter sur ces hypothèses, je vous dis à très bientôt pour la vidéo qui va suivre. Pensez à vous abonner. Ciao tout le monde!